Bonjour à toutes et tous pour cette nouvelle séance de HLH consacrée à continuité et discontinuité. Aujourd'hui, donc, c'est Julia qui va nous parler de Marta a Ponte Alsina, donc PR3 Aguirre. C'est ça? T'avais pas changé ton titre? Non, non. Parfait. Eh bien, écoute, Julia, on t'écoute avec plaisir. À toi de jouer. Bon, bah, merci beaucoup, Caroline, de me permettre de participer. Et merci à tous et tous d'être là. Donc, je vais m'intéresser à une œuvre de la portoricaine Marta Ponte Alsina, une œuvre de 2018 qui s'intitule PR3 Aguirre. C'est une œuvre plutôt méconnue qui a été éditée par une petite maison, Sopa de Letras, qui n'est pas non plus l'œuvre la plus célèbre de cette autrice, mais qui est très représentative, à mon sens, d'une pratique qui traverse la littérature latino-américaine et globale d'ailleurs, ultra contemporaine, qui est celle du recours à l'archive. Quelques exemples de ce phénomène en Amérique latine seraient El material humano de Rodrigo Rey Rosa, Diario de una princesa montonera de Mariana Eva Pérez ou encore Autobiografía del algodón de Cristina Rivera Garza. Il s'agit d'œuvres qui non seulement puisent dans ces archives, mais qui intègrent le document dans leur structure même et qui posent souvent à nouveau frais la question du rapport entre littérature et écriture de l'histoire. PR3 Aguirre ne fait en ce sens pas exception. Marta Ponte tente de récupérer l'histoire perdue du petit village d'Aguirre, donc un petit village de Puerto Rico, qui était au XXe siècle un company town. C'est la façon dont on appelle ces petits villages qui sont entièrement consacrés à une entreprise. Dans ce cas, un company town naît à la chaleur de l'industrie sucrière. Elle tente de retracer cette histoire donc depuis la fondation de Aguirre en 1899 jusqu'à la fermeture de la centrale sucrière au début des années 1990 qui entraîne le dépérissement et l'abandon du village. Mais en plus de la réflexion historique, il y a ici une perspective proprement géographique qui traverse l'ouvrage et qui en est presque le fondement premier. C'est que l'histoire portoricaine, évidemment, est particulièrement marquée par la condition géographique de Porto Rico, par son insularité. Ce rapport entre insularité et identité nationale a aussi été traité par la littérature. Il suffirait de penser à Leonardo Padura, mais cette double préoccupation pour la géographie et pour l'archive, le document, l'écriture factuelle, constitue, je pense, une originalité de cet ouvrage qui permet ici de penser de façon très matérielle, très spatialisée, très incarnée, la question des continuités et des discontinuités. L'œuvre, dont le titre renvoie, ce titre un peu cryptique, renvoie au nom de l'autoroute PR3 par laquelle on accède au village d'Aguirre, se compose d'un prologue de deux grandes parties qui s'appellent Boston et las Islas et d'un épilogue. Dans la première partie, Marta Ponte retrace la biographie des grandes familles, des grands patrons bostoniens qui détenaient les capitaux de la compagnie sucrière, d'où ce nom, Boston. Des histoires qu'elle restitue grâce aux mémoires des membres de ces familles, aux mentions qu'en font des grandes personnalités de la culture comme Henry James, ou encore grâce à ses propres recherches lors de sa visite à Boston. Dans la deuxième partie, elle se tourne vers les ruines du village d'Aguirre lui-même et s'intéresse à ses habitants, aux quelques habitants qui restent, j'ai envie de dire, c'est-à-dire les anciens travailleurs de la centrale. Elle mène des entretiens, étudie des articles de presse, surtout autour d'une grève des travailleurs dans les années 1940, accède aux quelques archives disponibles, j'y reviendrai, mais elle inclut aussi des passages plus poétiques, voire plus ésotériques par moments, où différentes voix, souvent anonymes, rendent compte d'un rapport assez douloureux à ce territoire de Aguirre abandonné.
À travers l'ouvrage, Marta Aponte cherche à mettre en lumière le rapport entre l'implantation du capitalisme nord-américain et les formes d'exploitation, de ségrégation, voire d'esclavagisme, souvent oubliées ou niées, qui se développèrent sur l'île. C'est un peu ça le discours qui se dégage de l'œuvre. Euh, en même temps, elle revendique, dès le prologue, son recours à l'imagination dans le but même de tenir un discours politique pour compléter les vides d'une histoire dont la documentation est inégale, comme on le voit dans la première citation. Elle dit: Las páginas que siguen se mueven entre lo documental y lo imaginativo, e incluso lo testimonial, como no podría serlo una historia rigurosamente académica. Donc, Père Trésaguirre assume un recours à la fiction, mais se présente aussi, et par là même d'ailleurs, comme œuvre document à même de combler les silences historiques. Dans un entretien avec Julio Ramos pour la revue Caracol, Marta Ponte dit: Al cabo, se trataba de aprovechar el espacio del libro como archivo, un objeto útil para juntar diversos niveles de la experiencia que de otra manera no hubieran coincidido en un solo lugar. C'est cette tension qui a trait en réalité aux continuités et discontinuités entre histoire et littérature, entre écriture factuelle ou documentaire et écriture fictionnelle, que je voudrais traiter. Je pense que Père Trésaguirre peut être lu comme document, mais comme document semi-imaginaire, ou plus précisément comme une carte fantasmée. Ce que je voudrais faire, donc, c'est étudier la physionomie de cette carte, ce type de document qui est donc de fait à la croisée entre le travail sur l'archive et la réflexion géographique, mais qui aborde aussi ici l'écriture fictionnelle. Je voudrais montrer en particulier que la volonté de restituer une mémoire unifiée de la communauté fragmentée d'Aguirre donne lieu à un type de tracé, un type d'écriture où le continu finit par primer sur le discontinu, ce qui rend, ou au point où cela rend plutôt, le statut herméneutique de l'œuvre finalement indécidable. Je m'attarderai dans un premier temps sur l'effort de Marta Ponte pour mener à bien une enquête à propos d'un espace géographiquement fragmenté, l'archipel, et dont l'histoire présente de la même manière un certain nombre de lacunes. Ensuite, je me concentrerai sur sa tentative de réécrire cette histoire, de combler ses vides, par le biais d'une transformation du regard qui donne lieu à un nouveau type de projection, si l'on veut reprendre la métaphore cartographique. Pour finir, je voudrais étudier comment l'autrice privilégie finalement une poétique de la continuité qui se traduit par un effacement des limites de la carte, qui implique aussi finalement un brouillage des frontières entre réalité et fiction. Donc, merci à la personne qui gère le PowerPoint. Dans cette première partie, donc, je voudrais me concentrer sur la construction par Marta Ponte d'un récit d'enquête dans Père Trésaguirre. L'écrivaine, nous le verrons, se voit confrontée à un espace et une histoire fragmentée, donc marquée par une forme de discontinuité qui transparaît dans la morphologie même du récit. Je m'intéresse tout d'abord donc à cette figure de l'écrivaine enquêteuse. Marta Ponte construit sa propre posture auctoriale, pour reprendre la terminologie de Jean Mézos, comme celle d'une écrivaine enquêteuse, une figure d'ailleurs très présente, très liée à ces narrations documentaires que j'évoquais au début. La première personne du singulier dans Père Trésaguirre est fort présente et d'ailleurs assumée. Elle est peut-être même un peu plus présente dans la première partie,
là où l'autrice se rend à Boston, donc à une ville qu'elle ne connaît guère, et son regard apparaît là véritablement comme un filtre assez épais dans son appréhension du réel. Ainsi, elle s'attarde par exemple longuement sur sa visite à la maison d'Alice Lothrop, la veuve d'un des grands patrons de l'industrie sucrière. Je cite: El domingo de mi viaje a Boston me detuve unos minutos frente a su última casa, la que compró cuando se casó su hijo menor. Yo había pasado 2 veces frente a esa casa, que constaba en mis apuntes como uno de los destinos del viaje. La primera vez, el primer día, mi primera tarde en la ciudad, me urgía llegar al archivo del Ateneo, que se encuentra en lo más alto de la larga y escarpada calle Beacon. Ese día anduve frente a la casa sin saberlo. Hoy, cuando escribo la primera versión de este pasaje, recupero una casa animada que me vio pasar con alguno de sus 8 ojos abiertos. La première personne apparaît ici assez clairement au premier plan. Marta Ponte remarque qu'elle était déjà passée devant cette maison, yo había pasado 2 veces frente a esa casa, et donc nous fait part de détails assez anecdotiques de son voyage. En même temps, l'immeuble n'est présenté comme la maison d'Alice Lothrop que lorsque l'écrivaine le reconnaît comme tel. Et à la fin de ce passage, elle se met en scène en train d'écrire le texte. La première personne prend carrément le dessus. La figure de l'autrice devient centrale au point où ce serait la maison qu'il aurait vu passer elle. Il y a presque une inversion des positionnements. L'attitude de l'autrice est assez différente dans la deuxième partie. On semblerait avoir par moments un certain souci de laisser parler les témoins et les documents lorsqu'il s'agit de l'histoire de Aguirre. Comme si, lorsqu'il s'agissait de la réalité portoricaine, l'autrice cherchait à se mettre davantage en retrait, mue par une volonté de redonner de la place à ces personnages oubliés par l'histoire. Lorsqu'elle rencontre Claudio, un des habitants du village, les marques d'énonciation, on peut le voir ici, sont surtout présentes au début. Lorsqu'elle arrive sur le lieu de l'enquête, elle dit: Una mañana de enero llegamos a la plaza principal de Aguirre. Et ensuite, elles n'apparaissent qu'au deuxième plan. Comme on le voit dans la troisième citation, en el campo de golf de Aguirre, me dijo Claudio aquel día de nuestra entrevista, hay almácigos que eran viejos cuando él era niño. Ici, la première personne n'apparaît qu'au détour de la phrase. Les deux parties de l'enquête, pour passer à mon deuxième point de cette première partie, les deux parties de l'enquête et de l'œuvre sont de fait le reflet de deux territoires au devenir fort distincts. Il y a tout d'abord une discontinuité territoriale entre Boston et ces îles. L'espace du livre reproduit en miniature l'espace géographique. C'est assez symptomatique, je pense, que les titres des parties soient des toponymes. Et le livre apparaît donc comme une carte en diptyque. Cette image du livre comme carte apparaît suggérée dans le prologue et clairement énoncée dans l'épilogue. Elle encadre d'une certaine façon le texte. Dans le prologue en particulier, Marta Ponte imagine une série de livres à venir à propos d'Aguirre. Elle en trace d'une certaine manière le plan. C'est une carte proprement littéraire qui se dessine dans ses premières pages. Elle dit par exemple: j'imagine un deuxième livre qui porterait non pas sur Aguirre, mais sur Jobos. Un troisième livre qui porterait sur le village de Salinas, qui sont d'ailleurs tous les villages qui longent cette autoroute PR3. C'est une carte imaginaire aussi qui se dessine ici, dans la mesure où ces livres n'existent pas. Ensuite, dans l'épilogue, l'autrice reconnaît ne pouvoir épuiser par son œuvre la réalité de Aguirre à travers la formule suivante. No es posible abarcar ni en un mapa ni en un libro la realidad múltiple de un espacio transitado. Ici, elle met clairement en parallèle le livre et la carte. D'ailleurs, le titre de cet épilogue, épilogue comme mapa, est en lui-même assez parlant, et le syntaxe semble presque réversible dans la mesure où PR3 Aguirre est aussi une carte avec épilogue, une carte littéraire.
Dans ce même sens, la deuxième partie de l'ouvrage, Las Islas, qui comporte 27 séquences narratives, semble avoir un titre qui est à la fois thématique et rématique, dans la mesure où ces sections, parfois très brèves, apparaissent aussi comme des îlots, à l'image de la géographie portoricaine, celle d'un archipel, voire de l'apparence fragmentaire aussi de la mémoire d'Aguirre. À cette géographie discontinue correspond en effet une fragmentarité historique et mémorielle, pour passer à mon troisième point. Il y a un déséquilibre saillant qui se dessine en termes, d'ailleurs, purement quantitatifs tout d'abord, entre les documents qui rendent compte de l'histoire des Bostoniens et ceux qui ont trait au village d'Aguirre et ses habitants, que l'autrice ne manque pas de remarquer dès le prologue, comme on le voit dans la première citation. Se acentúa un gran contraste. La abundante documentación de los hechos de las familias relacionadas con Boston, a diferencia de la ausencia relativa de escritura acerca de los señores criollos, pero sobre todo de los trabajadores y trabajadoras. ¿Quién sabe si el deseo de escribir brotó de esa desigualdad? Ainsi, par exemple, l'autrice n'a pas beaucoup de mal à trouver un portrait d'Alice Lothrop, portrait qui est d'ailleurs accessible en ligne, parce que s'agissant d'une femme de la haute société états-unienne, bostonienne plus précisément, elle a été peinte pendant sa jeunesse. Sa mère a écrit des mémoires d'une extension considérable qui font un récit linéaire bien fourni de l'histoire de la famille, et rien de semblable, évidemment, à propos des habitants d'Aguirre. Les documents à propos du Company Town sont épars et les traces sur les habitants eux-mêmes qui parlent vraiment des locaux sont rares. C'est comme si cette différence de classe, de statut entre les Bostoniens et les Portoricains d'Aguirre était à l'origine d'une distinction presque ontologique sur le plan mémorial. Ces personnes n'existent pas dans la mémoire de l'île. Les archives de presse, notamment celles qui traitent de la grève ouvrière autour de laquelle tourne la plupart de la seconde partie, sont reproduites telles quelles, comme si, lorsqu'elles apparaissent, elles étaient vraiment mises en exergue par l'autrice, peut-être moins par leur contenu, qui est d'ailleurs à peine visible. Je pense qu'il y a une image dans la diapositive suivante, moins par leur contenu, voilà, qui est à peine lisible, que par leur matérialité, leur aspect, leur statut même d'archive, qui tient en lui-même lieu de mémoire, qui devient gage de l'existence de cette réalité atomisée, émiettée, discontinue. Dans son souci de restituer cette histoire fragmentaire, de rééquilibrer en quelque sorte le jeu, Marta Ponte va proposer une nouvelle façon de cartographier l'île. On voit que dans son impossibilité de accéder aux archives du village, elle se plaint d'ailleurs, elle dit yo solo pude acceder a una serie de escrituras de compra y venta de terrenos y antes de esas transacciones a documentos que proclamaron la fundación de un pueblo. La formule yo solo pude acceder dit bien cette inaccessibilité des archives, au point où souvent, lorsque l'objet central se dérobe à l'écrivaine, elle doit avoir recours à des sources plus mainstream, si l'on veut, comme Wikipédia, chose qu'elle avoue sans aucun problème. Elle dit, en la historia de la ciudad que leo en Wikipedia, se le reconoce a don Agustín Colón Pacheco como primer alcalde de Salinas. Et donc, on voit bien qu'il y a un vide, une absence de documents, une incomplétude dans cette histoire et dans cette mémoire de Aguirre. Donc, Marta Ponte, je disais, propose une nouvelle façon de cartographier cette île. Elle cherche à produire une œuvre document à même de rendre compte de tout ce qui ne transparaît pas dans cette histoire officielle. Elle-même dit, dans la citation que l'on a vue plus haut, dès le prologue,
que sa volonté d'écrire est peut-être née de la disparité quantitative de textes, de documents sur Aguirre et sur Boston. C'est donc là une rupture qu'elle cherche à marquer, une discontinuité qui s'instaure entre le discours hégémonique sur l'île et le projet de l'écrivaine que donc nous étudierons dans un deuxième moment. Dans cette deuxième partie, il s'agira de montrer que l'écrivaine ne trace pas une carte conventionnelle, mais propose un document original qui répond à une volonté de produire une nouvelle forme de représentation. C'est donc une nouvelle cartographie, une nouvelle projection, si l'on veut, qui s'y joue. Le projet de Marta Ponte naît tout d'abord d'un souci de représenter autrement. Cela implique tout d'abord de porter un regard renouvelé sur la réalité portoricaine et en particulier sur le paysage qui est, comme nous l'avons vu, le fondement même, la question principale, l'image principale qui traverse l'œuvre. Ainsi, le prologue s'ouvre avec le récit d'un retour de l'autrice sur l'île après un séjour à l'étranger qui permet une mise à distance. On pourrait même parler d'un procédé de défamiliarisation shklovskienne dans la mesure où il s'agit d'une mise à distance qui se fait au moyen de la littérature, grâce à un détour par la littérature. Elle le dit dans la première citation. Cuando regresé a la carretera después de una larga estación fuera de la isla, me acercaba a la luz de aquí con una mirada de invierno crudo teñida de tópicos literarios. Las lecturas descubren paisajes nuevos en los sitios vistos sin que por ellos desaparezcan las imágenes primeras. En effet, les noms eux-mêmes, donc la matière langagière de ce paysage, deviennent étrangers dès que l'on prend quelques distances. Elle dit Guayama, Jobo, Salinas, PR3. Fuera del territorio de la isla, incluso a breve distancia de la localidad que señalan, poco significan esos nombres. Cela est assez clair, je pense, pour les lecteurs non portoricains de l'œuvre, pour lequel le titre PR3 Aguirre apparaît d'emblée comme cryptique. Cette mise à distance mène l'autrice elle-même à s'interroger sur le toponyme, sur le nom d'Aguirre. Une question, dit-elle dans la troisième citation, ¿de dónde, por qué, cuándo el nombre Aguirre? La pregunta queda sin respuesta en este libro, pero se agita en sus bordes. Une question donc qui reste sans réponse, mais qui place bien l'ouvrage sous le signe de cette réflexion sur le langage. Cette réflexion sur les noms, donc, se fait au moyen de procédés proprement littéraires, comme on le voit dans les deux dernières citations de cette diapositive. Tout d'abord, sur le village de Villodas Cimarrona. Un firmante de la solicitud dejó su nombre como topónimo. Al día de hoy se conserva en Villodas Cimarrona, un sector próximo a la carretera 3. Forma un oxímoron la proximidad del nombre del dueño de esclavos y el apelativo de la esclava fugitiva. Ici, c'est l'oxymore, donc la figure de style, qui devient l'outil pour penser les contradictions, l'ironie historique, si l'on veut, du nom de ce village appelé du nom d'un maître d'esclaves et d'une esclave fugitive. Ensuite, dans la dernière citation, compañías con nombres como Applied Energy Systems, que se presentan como productoras de energía limpia, dejan en el paisaje un cenicero. Se distorsionan las cosas y sus nombres, el veneno se pinta de verde. Ici, Marta Ponte note concrètement la transformation non seulement du paysage, las cosas, mais aussi des noms, du langage, et l'occultation de la véritable nature d'une compagnie comme Applied Energy Systems est rendue par une métaphore assez poétique, El veneno se pinta de verde, où l'allitération entre veneno et verde crée une sorte d'écho qui dit à la fois l'identité et justement la mutation du paysage à travers l'implantation de cette compagnie. Cette transformation du regard par le biais de la littérature
pour passer au deuxième point, merci, s'accompagne d'un changement d'échelle. Ce changement est tout d'abord un changement d'échelle géographique, donc au sens où on l'entend le plus communément. Marta Ponte s'intéresse à un tout petit village presque disparu, et ce n'est que pour tracer la cartographie de cet espace qu'elle va voir ce qui se passe à Boston. L'objet central de PR3 Aguirre est bien ce petit village d'Aguirre et non pas l'inverse. Mais ce changement d'échelle est aussi historique. Ceci est particulièrement sensible dans le récit qui est fait de la grève des travailleurs de 1942 à Aguirre. Marta Ponte va chercher dans les pages de El Imperial, un journal de l'époque, la trace de faits qui n'ont jamais fait l'objet de commémoration à Puerto Rico, qui n'ont pas intégré en tant qu'événement la mémoire d'un peuple. Elle parle d'ailleurs d'une desmemoria et cherche à leur rendre leur poids. Elle insiste sur le nombre de personnes mobilisées et sur la portée de cette grève dans le cadre du mouvement ouvrier qui se développait alors sur l'île. Elle dit, el sentido de la huelga que llegó a movilizar más de 11.000 trabajadores y lo que el movimiento huelgario amplio significó en momentos críticos cuando se movilizaba para una gran guerra global no ha sido objeto de conmemoraciones. Esa desmemoria, esa tachadura entristece, pero es inevitable, e incluso libera espacios que de otra manera languidecerían en el limbo de las conmemoraciones oficiales, que se cumplen sin saber qué significan con hastío. Elle décrit plus tard cette mobilisation ouvrière comme une guerra chica, et on a ici un écho à cette référence à la Gran Guerra globale de la citation que je viens de lire, parce que ces événements ont lieu alors que le monde, dit-elle, se mobilise pour donc la Seconde Guerre mondiale. Ce contraste entre la Guerra Chica et la Gran Guerra globale produit un contrepoint où on saisit véritablement le changement d'échelle qu'opère le texte. On passe en un instant, en quelques phrases, du contexte global à l'ultra-local. Et cet ultra-local est finalement rendu à son importance, à sa transcendance. Un autre exemple de cela apparaît d'ailleurs avec la dernière citation, lorsque Marta Ponte parle de l'arrivée de Mr. Pond, un des grands patrons sur l'île, qui a lieu entre el alunizaje de los astronautas y el asesinato de John Kennedy. Ce sont les grands faits marquants de l'histoire du XXe siècle, donc qui encadrent ce fait complètement déterminant d'ailleurs pour l'histoire d'Aguirre. Et si je ne me trompe, mais corrigez-moi parce que je suis née bien après ça, mais l'assassinat de John Kennedy a d'ailleurs lieu avant le alunizaje de los astronautas. Il y aurait même une inversion du flux de l'histoire. Mais j'avance avec précaution, au cas où je serais en train de dire une bêtise. En tout cas, cette attention à l'échelle locale permet en dernière instance de mettre en lumière des dimensions voilées peu connues de l'histoire de l'île. Elle suggère d'ailleurs, Marta Ponte, que cette desmemoria n'est peut-être pas une aussi mauvaise nouvelle dans la mesure où l'historiographie nationale, de toute façon, ne saurait pas rendre compte de cette mémoire, et que c'est donc plutôt à la littérature de le faire. Marta Ponte, je disais, insiste sur la méconnaissance de l'histoire de Aguirre en particulier et plus généralement de Puerto Rico. Elle dit, en esa zona hay huellas de la historia mundial de varios siglos, pero el mundo no lo sabe. Et ensuite, la línea que se percibe tan aislada e intrascendente en la soledad de sus habitantes. Puerto Rico est souvent présenté dans PR3 Aguirre
comme une île oubliée par le monde. L'historiographie officielle serait à blâmer, d'après la troisième citation. La casi centenaria versión de una esclavitud misericordiosa, de un blanqueamiento sin prejuicios hacia el mestizaje, predominó en la historiografía insular hasta un siglo después de la abolition de la esclavitud en 1873. Il y a effectivement cette idée dans l'histoire plus traditionnelle du Puerto Rico, selon laquelle l'esclavage à Puerto Rico, si esclavage il y a eu, il a été beaucoup plus ou beaucoup moins terrible que dans le reste de l'ère caribéenne. Merci Caroline, je me disais bien. Le ton ici est par moments même celui de la lamentation face à cet effacement, à cette absence d'archives qui empêche une meilleure connaissance du passé de l'île. S'il reste quelques reportages, quelques témoignages, c'est surtout la littérature qui vient combler ces vides de l'histoire. Les passages que j'ai mis ici en italique sont originalement en italique dans le texte et suggèrent toujours un écart, enfin on devine que l'italique indique, parce qu'elle ne le dit pas et j'y reviendrai, un écart par rapport à l'écriture documentaire, une prééminence de l'imagination de l'autrice qui viendrait donc compléter, romancer même. Ainsi, par exemple, elle met en scène le petit Samuel Lothrop, qui est l'enfant de Alice Bacon et de Arthur Kirkland Lothrop, donc un des grands patrons de l'industrie sucrière de Aguirre. Le petit Samuel, donc, qui fantasmerait avec son idée d'assassiner un jeune indigène qui habite dans la hacienda Lothrop où travaille sa mère. Les pensées du Niño Sammy, représentatives, si l'on veut, de la teneur du rapport colonial prévalant sur l'île, sont rendues par le biais d'un discours direct qui ne peut être autre chose que le fait d'une élaboration littéraire. Comme on voit dans la dernière citation, Samuel Kirkland Lothrop, el niño Sammy, un demonio blanco con nariz de rancho viejo, hostigaba a los prietos de Montessori. Lo mataré y lo enterraré, pensó Samuel. Es un indígena peligroso. Ce travail du personnage de l'enfant est donc un exemple des moyens qu'a la littérature, l'écriture fictionnelle ou fictionnalisée, de venir restituer les silences historiques, de donner à voir une atmosphère, un mode de vie, des types de rapports qui, dans les archives, demeurent cachés, et de jeter ainsi en lumière certains aspects obscurcis de l'histoire d'Aguirre et plus généralement de l'île. Cette volonté de compléter le silence de l'archive au moyen de la fiction donne lieu finalement à un brouillage des frontières entre écriture documentaire et écriture fictionnelle qu'il s'agira d'étudier dans une troisième et dernière partie. Dans cette dernière partie, donc, je voudrais montrer que, un peu à rebours de ce qui transparaît dans une première approche de l'ouvrage, c'est bien une poétique de la continuité qui prime dans PR3 Aguirre. Une poétique de la continuité qui se joue dans l'emblème central du livre, à savoir l'autoroute, mais qui a une incidence aussi sur le statut référentiel du récit et qui opère sur le rapport pragmatique du lecteur au texte. Tout d'abord, comme je disais, l'autoroute, PR3, est bien la figure fondatrice de l'ouvrage, bien plus que l'image de l'île et bien plus que l'image de l'archipel. Et l'autoroute, qui donne le titre à l'ouvrage, c'est une image de ce qui est continu. C'est une ligne, une droite, surtout si l'on pense justement à comment on la cartographierait. Et le titre, en ce sens, constitue une clé de lecture au sens fort. Le prologue, quant à lui, s'intitule Paisajes en movimiento. C'est là aussi une idée de mouvement continu, donc de flux qui se met en place.
Le paysage est en mouvement. Enfin, pourquoi on dit paysage en mouvement? Parce que l'on roule continuellement sur l'autoroute. C'est cette dernière, cette ligne, qui est le paramètre d'appréhension de toute l'île. Et c'est d'ailleurs ce défilé de paysages en mouvement qui définit et l'île et le livre lui-même, comme le montrent les deux premières citations. Cuando la isla de mi origen era un desfile de paisajes en movimiento, dit Marta Ponte dans le prologue. Et ensuite, no es probable que este libro sea una elegía melancólica, si acaso un desfile de paisajes en movimientos. Ce parallèle, je pense, accentue l'identité entre l'île et l'ouvrage, l'autoroute et l'ouvrage. Regardons ensuite comment est définie cette autoroute, comment il faut justement la lire. Aponte nous dit: La carretera es línea y puntada. Puede leerse de este a oeste o de oeste a este, como los compases de una hoja de música, o en dos direcciones, como las letras de los lomos de los libros, que tienen una orientación distinta según el lenguaje de sus páginas. Puede leerse de afuera hacia adentro, del presente hacia atrás. Il y a donc bien des pointillés dans cette autoroute, mais c'est la lecture linéaire, celle de la fluidité, qui est privilégiée. L'autoroute, et donc le livre, fait preuve d'une forme de souplesse, de malléabilité, qui invite à des lectures dans un sens et dans l'autre, ce qui nous donne déjà une idée non seulement de la fluidité qui opère dans cet ouvrage, mais aussi de l'instabilité que cela peut poser pour l'interprétation, ce sur quoi je reviendrai dans quelques instants. L'épilogue vient confirmer la valeur que détient pour l'autrice ce sens de la cohésion, de la continuité. Lors d'un dernier trajet à travers l'autoroute PR3, elle insiste sur le contraste entre la continuité du paysage et les barbelés, les clôtures qui s'y dessinent par moments, et met en place ce qu'elle appelle une grammatica del miedo, à laquelle s'opposerait donc la poétique de la continuité. De fait, les travailleurs de Aguirre apparaissent les travailleurs d'Aguirre apparaissent seulement dans la deuxième partie et les grandes familles dans la première. Mais Marta Ponte critique, dénonce continuellement la ségrégation qui s'opère qui s'opérait dans le village d'Aguirre au XXe siècle, où les travailleurs habitaient dans certaines maisons et les grands patrons dans d'autres parties du village, au point où elle commence à progressivement inclure des personnages de travailleurs dans la première partie, et elle fait réapparaître les grands patrons dans la deuxième, comme si justement elle voulait mettre à mal cette division, cette segmentation. Et c'est donc bien une conception de la communauté nationale aux couleurs presque politiques qui se joue dans cette recherche de continuité, d'unité, dans cet effacement des frontières, dans cette mise à mal de la segmentation. Mais cette poétique de la continuité opère donc aussi sur la lecture, comme donc le suggérait la citation qui énumérait les façons dont on peut lire cette autoroute. Donc, sur le rapport pragmatique que le lecteur entretient avec le texte. Et elle prend la forme ici d'un brouillage des frontières entre réalité et fiction, entre le factuel et le fictionnel. C'est là une question qui se pose assez souvent dans ces ouvrages documentaires, notamment lorsqu'ils allient à l'intention archivistique une part d'invention. Elle pose d'ailleurs aussi un problème pour la critique, comme l'ont bien montré Françoise Lavocat et Victoria Garcia, de part et d'autre, de l'Atlantique, dans la mesure où cette critique se voit obligée de faire référence à une vérité extratextuelle, terrain ô combien marécageux, pour rendre compte des tenants et des aboutissants d'un ouvrage littéraire. Le pacte de lecture qui s'instaure dans cet ouvrage apparaît donc comme un paramètre assez essentiel pour comprendre et juger le projet de l'autrice, la façon dont elle-même pense ce rapport à la vérité, le contrat qui s'établit avec le lecteur et son maintien ou non. Or,
Le pacte de lecture de PR Tresaguirre est particulièrement équivoque. Si l'on regarde les 3 citations ici tirées de l'épilogue, on peut voir que nous constatons l'utilisation de formulations qui sont, somme toute, assez vagues. Elle dit « En algún caso, la intención documental se ha desviado por parajes de ficción. En general, la lectura de documentos no se centró en una transcripción literal y objetiva. Las entrevistas con puertorriqueñas y puertorriqueños incluidas en la segunda parte del libro, que también contiene algunos fragmentos cortos, intrusiones de voces imaginarias, comentarios de la autora, como si hablaran no solo los documentos, sino la carencia de los documentos, pardon. Martha Ponte assume sans doute le fait de recourir à la fiction, comme je le disais au début, mais lorsqu'elle déclare ce choix, les limites de ce qui, dans le texte et le documentaire, et ce qui relève de l'invention, de l'imagination, ne sont pas claires. Plus encore, elle semble se dédouaner de la responsabilité du recours à la fiction lorsqu'elle dit « No censuré ni provoqué esas ficciones que los documentos sugieren ». Que veut dire que les documents suggèrent des fictions? Et quels sont, au fait, ces fragments fictionnels? Comment les reconnaître, étant donné la vagueté de la formulation citée plus haut? Certains passages de la seconde partie, comme je disais, sont certes en italique. Mais si cela semble indiquer par le changement dans la matérialité même du texte qu'il y aurait un changement de registre référentiel, cela n'est clairement dit nulle part. C'est vraiment une intuition du lecteur. Et par ailleurs, elle le dit, la première partie sur la biographie des Bostoniens inclut déjà de l'invention à partir des mémoires des membres des familles. Et là, nous n'avons aucun indice sur ce qui est inventé, ce qui est restitué, ce qui ne l'est pas. Puisque c'est une narratrice externe, figure de l'autrice, qui reprend à son compte ses propres lectures et présente une histoire bien ficelée, il devient impossible de savoir ce qui relève du fait et ce qui relève de la fiction. L'on pourrait argumenter dans la ligne des débats qu'il y a eu il y a quelques années, soit dans la revue des Annales, soit dans la revue d'histoire moderne et contemporaine, dans la ligne de Patrick Boucheron ou de Antoine Dilty et Étienne Haneim, que c'est là le témoignage d'un défi que la littérature poserait à l'histoire. Elle montre la fragilité inhérente à tout récit, la part de construction, voire de fictionnalité, que toute narration, y compris l'historique, comporte. Martha Ponte s'attaque, de fait, à l'historiographie traditionnelle sur l'île. Elle montre l'héritage colonial qu'elle entraîne, les biais qui la traversent, et elle inclut des passages où elle imagine, ou semble imaginer, encore une fois, on ne peut pas être sûr de ce qui est ou non fictionnel, la capture d'un esclave ou encore la souffrance des travailleurs. Mais elle cite en même temps, au détour d'une phrase, comme on le voit ici, Charles Walker. Pagaban hasta 300 pesos por pieza arriesgándose, según el cronista Charles Walker, a que se les murieran al poco tiempo. Comme s'il y avait toujours finalement une volonté de rendre des faits, un discours vrai, comme s'il y avait quelque chose donc d'irréductiblement vrai à laquelle elle ne renonçait pas. Et d'ailleurs, Aponte mène bel et bien des recherches documentaires. Elle dit vouloir produire une archive à propos de Aguirre, restituer l'histoire et la géographie de ce village perdu, et elle construit son ethos d'écrivaine avec ce projet précis en tête. À aucun moment, elle ne dit vouloir faire un roman sur Aguirre. Elle ne parle pas de roman dans l'épitexte octorial. Mais que produit-elle alors? Quelle est finalement la nature de cet ouvrage? Comment faut-il, in fine, le lire? Je pense qu'on pourrait dire que Père Tresaguirre est une œuvre sans frontières.
Le brouillage des frontières répond moins, à l'en croire aux citations de l'autrice, à une volonté d'expérimentation proprement littéraire, pas une entreprise proprement politico-historique, parce que Marta Ponte fait preuve d'une ambition déclarée d'ailleurs d'intervenir dans l'arène publique. Elle dénonce une forme de ségrégation, l'établissement d'une frontière à l'intérieur même d'un village, et pour contrer cela, elle efface finalement toutes les frontières. Mais elle procède donc avec une ambiguïté fondamentale dans le traitement de l'information qui situe finalement l'œuvre dans les limbes herméneutiques. Cette carte fantasmée, donc, dont on ne peut appréhender les limites, les rebords, en quelque sorte, se dédessinent, s'effacent de l'intérieur. Et pour conclure rapidement, je suis désolée, nous avons donc vu que si la mise en récit de l'histoire et la géographie d'Aguirre semble être, de prime abord, celle d'un espace fragmenté, discontinu, c'est bien une poétique de la continuité qui est au fondement de l'ouvrage. Une forme d'écriture qui, préoccupée par la restitution de la mémoire d'un village spolié, par le comblement des vides historiques, par la revendication de la dignité d'une communauté, finit par brouiller les limites entre le factuel et le fictionnel, par effacer les contours du document qu'elle voudrait en même temps incarner. Et je finis donc par cette citation, qui est donc la dernière citation, je pense, du PowerPoint, que la crueldad contra los esclavos predominaba sobre el instinto protector de algunos que no dejaban de asomarse diariamente a un mundo insoportable, no hay que ponerlo en duda. Il y a donc, nous dit Marta Ponte, quelque chose qu'il ne faut pas remettre en question, quelque chose que la littérature, donc, l'on comprend, ne saurait questionner, interroger. Que penserait-on donc, que penserait Marta Ponte elle-même d'une œuvre qui franchirait de la même façon les limites entre le factuel et le fictionnel, mais non pas pour dénoncer l'esclavage, mais admettons pour soutenir le projet capitaliste de Aguirre. Quelles sont donc les limites du fictionnalisable s'il y en a? Le projet historico-littéraire décolonial dénonciateur est-il automatiquement à l'abri de ce que Françoise Lavocat appelle la nécessité cognitive, conceptuelle et politique des frontières de la fiction? Voici quelques-unes des questions que, je pense, la lecture de PR3 Aguirre laisse en sursis. Merci. Merci beaucoup, merci à toi. Ça m'a rappelé plein de trucs. J'avais l'impression d'être déjà à Macondo, enfin à Rakataka, avec la United Fruit Company. Et là, c'était pas l'autoroute, mais c'était le train. Et puis, bah, j'ai beaucoup pensé à Padura avec la novella des Mibida, mais je suppose que toi aussi, et on aura l'occasion d'y revenir. Alors, est-ce que quelqu'un veut intervenir, veut poser des questions, faire des commentaires, etc. Les battre, comme d'habitude, comme on le fait à chaque fois. Donc, il y avait pas mal de gens qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui, donc ils s'excusent, mais je suppose que ça va donner matière à débat. Oui, alors j'avoue que, alors d'abord, je te remercie de cet exposé qui vraiment pose question. Et je suis très perplexe, non pas par rapport à ce que tu as dit, mais par rapport à justement à cette œuvre et à cette autrice, euh, sur l'interprétation. C'est très très curieux. Donc moi, je ne connais pas cette œuvre, mais d'après ce que j'ai compris, alors je me suis peut-être fourvoyée, j'ai compris qu'au départ, il s'agit de combler un vide entre l'abondance des documents des Nord-Américains, enfin, sur les Nord-Américains, et la rareté des documents sur les travailleurs de Porto Rico. Donc, autrement dit, premièrement, il s'agirait de combler un vide. Et cela, et ça me fait penser, enfin, oui, j'en tire une idée, est-ce qu'il ne s'agirait pas de rendre, par cette démarche, rendre hommage à ce qu'on appelle des invisibles, c'est-à-dire de leur donner une nouvelle visibilité.
et ce, en utilisant justement ce que tu as, une partie de ton exposé, sur la nouvelle lecture de la carte. C'est-à-dire offrir, faire un pas de côté en quelque sorte, et offrir une nouvelle lecture. Et deuxièmement, autre idée, est-ce que cette démarche de l'autrice constituerait à, euh, à restituer en fait une sorte de vérité qui est la sienne, enfin, sur des faits qui, selon elle, ont été tronqués en fait, en réalité. Donc voilà, donc je suis assez perplexe. Et il y a une chose qui m'a aussi beaucoup, qui me gêne, et alors j'arrive pas à analyser pourquoi, c'est cette idée de l'autoroute. Parce que quand on prend une autoroute, donc comme dit la citation, on va d'est en ouest et d'ouest en est, en fait l'autoroute c'est comme un couloir et on n'en sort pas. Et cette idée de ne pas sortir, en fait, qui me trouble. Donc c'est pour ça que je sais pas. Bon, il y a un sens de la lecture, il y a l'idée de continuité, nous sommes d'accord, mais cette idée je trouve, enferme. Voilà, donc c'est peut-être une impression personnelle. Voilà, donc c'était plus des impressions qu'une question proprement dite. L'autoroute, le problème, c'est qu'on roule trop vite et qu'il faut passer à la caisse, hein. Peut-être. Donc, bon. Julia, tu veux commenter, répondre quelque chose à ce sujet? Oui, peut-être. Sur cette histoire de combler des vides, oui, je pense que c'est exactement ce que... Enfin, c'est une bonne partie au moins du projet de l'autrice, de oui, rendre hommage aux invisibles, notamment aux travailleurs et aux travailleuses de l'île. Maintenant, c'est un hommage qui, j'ai envie de dire, a deux versants. D'une part, elle va de fait consulter les quelques archives qu'il y a sur Aguirre et sur ces personnes. Elle accède à des journaux, à des quotidiens, etc. Mais en même temps, elle fictionnalise. Il y a des passages qui sont très clairement des voix inventées. C'est les passages qui sont le plus souvent en italique, ce qui est pour le moins curieux, c'est que, y compris dans ces passages en italique, il y a parfois des citations d'historiens ou voire même de quotidiens, au point où justement la volonté de rendre image prend complètement le pas sur la rigueur historique. Euh, et est-ce qu'elle veut restituer une vérité? Bah, c'est un peu la question que je me suis posée tout au long de la lecture de cet ouvrage qui, j'en conviens, est assez peu commode. Enfin, moi, j'ai ressenti un certain malaise, d'ailleurs, à la lecture de cet ouvrage, parce que l'on ne comprend pas, je pense, tout à fait, si le but, pour ainsi dire, de l'autrice est de remettre en cause une vérité. Donc, donc est-ce qu'elle défend un relativisme historique à tout va, ou de énoncer une vérité alternative, ce qui est par moments assez contradictoire avec la façon dont elle se sert de la fiction. Oui, c'est ça. Audrey, qu'est-ce que tu... On t'écoute. Merci beaucoup, merci pour cette présentation et pour le propos. Et donc, j'ai très envie de lire un peu ce qu'a écrit Marta Ponte par ailleurs, parce que si j'ai bien compris, elle s'intéresse aussi à certaines images fantasmatiques et donc ce recours à la fiction et peut-être, enfin, ce recours biaisé à la fiction et peut-être aussi, parlons de ce point de vue-là. Alors, j'ai bien compris qu'il y avait un statut ambigu de l'archive, mais alors, je suis pas certaine d'avoir compris la manière dont elle choisit, place, insère ces documents dans le texte. Est-ce que tu pourrais nous le préciser?
préciser un petit peu parce que, alors déjà, donc, quels sont les types de documents choisis, à quel endroit ils sont placés, et puis quel équilibre on va trouver dans la place de ces documents, puisque il peut s'agir simplement d'illustrer, donc de documenter, d'expliquer au lecteur qui connaît ou qui ne connaît pas quel est le contexte. Il peut s'agir aussi de construire et par ailleurs, il peut s'agir de dire ce qui va être archivé, c'est-à-dire ce qui va rester dans un futur. Et donc, ma question, c'est est-ce que nous, en tant que lecteurs, on peut identifier l'un des trois aspects ou les trois ou comment ils se combinent? Est-ce qu'elle nous laisse la place pour le faire ou est-ce que c'est finalement elle qui a les manettes pour contrôler cette construction de la fiction? Ça, c'est une première grosse question. Après, j'en aurais peut-être d'autres, mais je commence par celle-ci. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'il n'y a pas une ligne directrice, j'ai envie de dire, dans le rapport de l'autrice à l'archive. Je pense qu'il y a deux tendances qui se dessinent dans les deux parties. Dans la première partie, l'archive en tant que telle est moins reproduite dans le texte. Elle l'est par moment. On a, par exemple, à la 3e page, le portrait de Alice Lothrop. Mais l'archive est présentée dans son statut d'archive de façon plus systématique dans la 2e partie. C'est un peu ce que je disais au début de ma présentation. Je pense que là, pour le coup, il y a une vraie volonté de faire de l'archive en elle-même un lieu de mémoire pour le village d'Aguirre et de montrer qu'il y a quand même des documents à propos de ce village. Dans la première partie, en fait, tout ce que Marta Ponte raconte est tiré d'archives personnelles ou un bon 85%. Là, par contre, elle n'évoque que très, très ponctuellement le fait que, en fait, elle est en train de réécrire les mémoires de soit de la mère, de la veuve d'un des grands patrons, soit à un moment d'un des grands patrons lui-même. Et là, on n'a pas accès au texte à la source. Et je pense que le rapport de l'autrice à l'archive est somme toute assez instable. Il n'y a pas un travail systématique. Et c'est là, je pense aussi, quelque chose qui dérange pas mal, parce que parfois, elle met en note ou à la bibliothèque de la maison de l'architecture à Porto Rico, on peut trouver l'archive dont elle est en train de nous parler ou qu'elle est en train de reproduire. Et parfois, ce n'est que par hasard que l'on devine qu'en fait, elle est en train de recopier au mot près une page de soit El Imperial, soit un autre quotidien. Donc, je sens que ma réponse est quelque peu décevante dans la mesure où je ne peux pas systématiser le recours de l'autrice à l'archive, mais parce que je pense que de fait, ce recours n'est pas méthodique, en fait. Ouais. Non, merci beaucoup pour cette réponse, justement, parce que ça donne toute sa place au travail de l'auteur et à son statut par rapport à cette question morale. Est-ce qu'elle fait une hypothèse à partir de l'utilisation des archives pour développer la fiction et aller chercher des éléments de réponse, ou est-ce qu'elle comme un scientifique, utiliserait les objets, donc cartes et autres, pour développer une réflexion? Voilà, ça a l'air d'être plutôt la première posture qu'elle a de son côté. Tu avais d'autres questions, André? Vas-y, hein, on prend le temps toujours du débat. Donc, D'accord. Je pensais aussi à cette question du roman et du roman sans fiction ou avec fiction comme un laboratoire et le développement de l'écriture. Vous parliez tout à l'heure de l'autoroute. C'est vrai que si on s'arrête au milieu de l'autoroute, on finit comme dans Autopista del Sur et en général, c'est pas très bon pour les personnages. Mais donc le principe de déployer, développer le texte et se dire qu'on va, à mesure qu'on va écrire, quitte à aller chercher des témoignages ou autres, essayer de trouver ces éléments de réponse. Donc, écarter directement tout de suite l'idée d'un roman, je sais pas, j'ai pas lu le texte, hein, je m'interroge, mais est-ce que justement elle n'est pas sur la ligne de crête entre une écriture de récit ou de roman?
Oui, je pense qu'on pourrait choisir de lire Père Tresaguirre comme un roman. Je pense que en bonne partie, le texte invite à cela. Maintenant, c'est pas du tout l'inscription générique que l'autrice elle-même va privilégier. Elle parle davantage d'ailleurs d'archives que de romans. Et elle a écrit d'ailleurs des romans. Euh, je pense que c'est un genre qui, pour quelqu'un qui prône une écriture très politique, qui s'intéresse à l'archive, aux documents, est suspecte, justement parce qu'elle défend une grande part de vérité dans ce qu'elle nous livre. Et que la catégorie de roman est toujours pour pour les auteurs un peu un rebutoir lorsqu'il s'agit de mettre en avant la part de documents, de factuels qu'il y a dans cette écriture. Mais moi, à titre personnel, je pense que si on lit Père Tresaguirre comme un roman, on évite de, de problèmes épistémologiques, moraux. Ça rend en quelque sorte la lecture plus aisée. Mhm. Tu as fini, Audrey? Ok, merci beaucoup. Alors, Inès? Alors, tout d'abord, merci beaucoup, Julia, pour ton intervention. C'était évidemment très intéressant et très étayé, très bien cité. Moi, j'avais une question et qui fait un petit peu écho à ce que disait Sylvie, à ce que tu viens de dire, et à ce que tu as pu dire à un moment, tu parlais du moyen, mais qui était vu plutôt positivement, dans le sens où le récit national n'aurait pas été capable de rendre ces histoires locales et très précises. Et je me demandais si justement, étant donné peut-être la méfiance de l'autrice par rapport à cette forme fiction et roman, est-ce qu'elle n'est pas dans la recherche d'une sorte de littérature de la réparation? Est-ce que finalement ce serait pas peut-être sa fonction principale pour l'autrice, où la fiction ne serait plus une trahison, mais simplement une façon de créer une sorte de vérité plus émotionnelle que factuelle. Le fait de rapprocher le lecteur avec cette réalité-là, le fait de, euh, parce que finalement, dans la fiction, il y a toujours une réalité aussi, et c'est toujours et dans l'histoire, enfin, l'histoire est toujours un récit qui est né d'une construction, qui est né de l'invention. Et finalement, est-ce qu'elle nourrit pas cette chose-là finalement? Elle s'approprie peut-être comme une sorte de nouvelle forme de récit historique qui serait alimentée par la fiction et où finalement la réalité serait plus forte puisqu'on n'a pas finalement de frontières entre l'archive et la fiction. Je ne sais pas si c'était très clair. Enfin, c'est plus une réflexion que... Oui, alors, d'une part, est-ce qu'il y a une volonté de réparation à travers la littérature? Oui, certes, c'est une partie du projet de l'autrice. Pourquoi je dis une partie? Parce que l'autrice recourt quand même aux documents et elle dit quand même vouloir produire une archive. Donc, elle n'écrit pas un roman historique qui s'assume comme entièrement fictionnel, tout d'abord comme roman, et qui viendrait déstabiliser le discours d'une histoire officielle. Elle produit, moi je sors au moins de Père Tresaguirre avec l'impression qu'il y a pour l'autrice des vérités fondamentales, des faits qu'il ne faut pas remettre en question. Nous avons des chiffres, nous avons des citations, nous avons des archives, nous avons des documents. Donc, où finalement se situe cette limite entre le fictionnalisable et le non fictionnalisable? Est-ce que le discours de l'autrice est le gage de la vérité? J'en suis pas sûre. Je pense que
Père Aguirre est un ouvrage qui compte sur l'adhésion du lecteur ou de la lectrice au discours de l'autrice pour ne pas justement poser ces questions. C'est pour ça que je disais, que penserait-on, que penserait Marta Ponte du même type de procédé lorsque s'il s'agissait d'un ouvrage qui défend l'industrie sucrière, par exemple. Je pense que à certains moments, pour certains faits, elle défend et elle défendrait corps et âme une séparation entre fait et fiction. À certains d'autres moments, cette frontière devient très, très instable et ce brouillage est effectivement, tu as raison, mise au service d'une restitution de la mémoire de ces travailleurs. Mais ce n'est pas, je pense, cela n'épuise pas la logique ni les prétentions de l'ouvrage. Et c'est cela qui pose problème d'ailleurs. Et je pense même que, elle n'ose même pas défendre lorsqu'elle pose des faits concrets, elle-même explicitement cette frontière entre faits et fiction. Parce que comme elle incite justement, comme elle dénonce une forme de ségrégation, ce contrepoint entre Boston et les îles, l'idée d'une frontière entre fait et fiction, et c'est d'ailleurs Françoise Lavocat qui dit ça dans l'introduction de Fait et fiction pour une frontière, l'idée d'une frontière entre fait et fiction a mauvaise presse. Oui. Après, ça m'a fait beaucoup penser à Una novela criminal, qu'on a lu il y a pas longtemps, avec Eten et Lojo, et où justement cette frontière-là, elle est extrêmement marquée. Le propos est explicite. Il dit à tel moment, je suis en train de vous parler quelque chose de vrai, et à tel moment, je suis en train de créer. Et j'ai l'impression que, alors j'ai pas lu le roman dont tu parles, mais j'ai l'impression que le fait de ne pas avoir de frontières, finalement, ça donne peut-être plus de vérité aux propos, ou en tout cas plus de richesse à l'œuvre en soi. Le fait d'avoir Hum, ce voyage, je sais pas si... Mais il faudrait lire l'œuvre. plus de richesse à l'œuvre, peut-être, je ne sais pas. Plus de vérité aux propos, je ne suis pas sûre. Je pense que ça... honnêtement, je ne suis pas sûre. Je pense que si l'on privilégie une conception de la vérité où, où la vérité factuelle peut s'ajouter, s'additionner à une sorte de vérité émotionnelle, soit. Maintenant, je pense que ça... moi, l'impression que j'ai, c'est vraiment les limbes de l'interprétation. Est-ce qu'on peut dire, en sortant de Père Aguirre, que il y a eu vraiment 11 000 travailleurs révoltés? Est-ce que c'est une vérité qui se dégage de l'œuvre? Est-ce que Samuel Lothrop a voulu tuer le fils d'une des travailleuses de l'île? Moi, je pense que la plupart de ce qui est factuel passe dans un non-lieu pour l'interprétation si on s'en tient à la rigueur du discours historique et du pacte de lecture. Moi, je ne suis pas sûre qu'il y ait plus de vérité Hum, qui, qui se dégage de cet ouvrage. d'accord. De toute façon, la Merci. vérité qui est accouchée par un chantage affectif, c'est toujours suspect, hein. Hum. La vérité qui est accouchée par un chantage affectif, c'est toujours suspect, c'est inquiétant. Voilà. Bon, alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question ou faire un commentaire? Non, c'est tout? Cécilia? Ouais, il me semblait bien que Cécilia, tu... Vas-y. Sí, no, duda, porque bueno, tal vez ya Julia lo dijo y
y yo llego tarde, pero si entendí bien, a ver si entendí bien, la primera parte, la dedicada a Boston, no se compone de distintas partes, sino que se presenta como una parte más o menos en bloque, ¿o no es así? No, tiene fragmentos, pero menos. Estoy tratando de ver cuántos son en total. Serán 12, por ejemplo, contra 27 en la segunda parte. Pero también porque son 4 familias. Ok. Eh, No, porque yo había entendido mal, entonces me preguntaba cuál era cómo se puede interpretar esa diferencia, porque también me quedo pensando, bueno, en base a lo que nos fuiste contando, eh, que finalmente tampoco es tan claro o uno no puede concluir muy bien acerca de cuál es, digamos, cuál es la intención, entre comillas, o cuál es el fin de incluir ficción también en esta primera parte de Boston. Es decir, tampoco se puede saber, aunque existe un archivo, dónde está la ficción en esa parte. ¿Es así? ujú. Sí, yo creo en parte que, bueno, la autora es ante todo una escritora y que en algún punto defiende su gremio y su derecho a recurrir a la imaginación y a la ficción, y que después eso tiene una incidencia, por lo menos para la crítica, nada, en la evaluación que se hace de la obra y nada, el surco que yo creo que se genera entre el proyecto y el resultado. Em, pero que hay, sí, mi sensación fue que hay una cierta ligereza en ese recurso a la ficción. Sí, algo bastante desfachatado. Em, en esa manera de, sí, pasearse, como ella dice, por parajes de ficción, y son fórmulas que yo muchas veces no estaba segura de si eran, ante todo, una manera bastante poética, porque ella tiene algunas como algunos momentos así más líricos, una manera un poco poética de definir como esa libertad de la autora y esa como, sí, ligereza de la escritura, o simplemente como una falta de rigor en el proyecto eh, que fundamentaba la obra. Eh, Gracias. No, sí, porque yo me quedaba pensando en, bueno, entiendo que ella parte justamente, ¿no? De esto de, bueno, hay muchos documentos para hablar de esta parte. Finalmente ella también la interviene con la ficción de manera imposible de determinar, digamos. Entonces, bueno, eso podría pensarse, no sé, no lo he leído, pero bueno, como una crítica, ¿no? O como una puesta en evidencia de que el discurso oficial, bueno, histórico también es ficticio. Pero bueno, por lo que nos explicás en el otro, digamos, bueno, digamos, ¿cómo decirlo? La consecuencia es que la otra parte evidentemente también lo va a hacer, ¿no? Eh, ujú. y además, bueno, me sorprende eso porque entiendo que ella parte también de documentos para la parte de Boston, o sea, son documentos. Sí, hay memorias no publicadas, hay un poco de todo y no hay prácticamente, por ejemplo, ahí notas al pie. Em, Hay Claro, un por eso. relato de lineal. eh, Claro, pero no es un uso flagrante de la ficción para corregir el discurso oficial, no es eso, tampoco. en principio no, pero por otra parte no se sabe, porque realmente o sea, ahí sí, por momentos, la primera parte parece una novela histórica decimonónica, porque es la historia de la familia, cómo se conocen, cómo se casan, cómo tienen al nene, em, y por momentos, nada, cuando tenemos los pensamientos de la viuda, uno dice,
cuál es exactamente el nivel de referencialidad de esto y hay algo en el documento de origen que sugiera, no sé, esta sensibilidad particular del personaje o esta crueldad del otro. Y yo creo que finalmente en la construcción del espesor de esos personajes, yo no sé si está enmendando algo de la historia en la manera en que los va a ver, si está reproduciendo fielmente algo que aparecía de hecho en los documentos, y o sea, por momentos es realmente indecidible. Gracias, quería saber si te... Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Même si, bon, alors attends, il y a Sylvie et Oscar. Bah oui, Oscar, je me disais bien on t'aurait au bout de l'autoroute, que tu serais la dernière sortie avant le précipice. Alors attends, Sylvie a un dernier truc à dire, je crois bien, et puis après Oscar. Oui, oui. Il y a une question que je me pose. Est-ce que chez cette autrice, cette porosité entre la littérature et l'histoire est simplement le fait de ce livre, ou est-ce qu'elle est coutumière du fait et qu'elle construit, disons, toute son œuvre justement sur ce passage, cette porosité, je trouve que le terme est assez juste, entre la littérature et l'histoire. Première chose. Et deuxième chose, est-ce qu'elle revendique une sorte de filiation, soit avec certains historiens, ou soit avec certains écrivains qui auraient aussi manié l'histoire dans la littérature. Alors, pour tout vous dire, je ne travaille pas sur cette autrice, donc je ne connais pas l'entièreté de son œuvre. Maintenant, son œuvre la plus connue, c'est La muerte feliz de William Carlos Williams, je pense que ça s'intitule aussi, qui est donc c'est l'histoire du poète moderniste. Et là, donc, il y a aussi un travail de l'histoire et je pense qu'elle travaille aussi avec l'archive. Je ne suis pas sûre que l'archive soit reproduite dans l'œuvre, mais là, pour le coup, c'est un ouvrage qui est vraiment assumé comme roman. Tout mon souvenir du paratexte, de l'épitexte, enfin, je pense que oui, elle-même définit La muerte feliz de William Carlos Williams comme un roman, donc je pense que la question se pose d'une façon un peu différente parce qu'il y a cet ancrage générique qui permet donc de réfléchir beaucoup plus à la question de comment le roman comme genre peut dialoguer avec l'histoire. Je pense que l'absence d'inscription générique ici, c'est quelque chose qui pose véritablement problème, d'autant plus que, j'insiste, Marta Ponte parle d'une œuvre archive. Et la deuxième question, pardon, j'ai oublié. La deuxième question, c'est est-ce qu'elle revendique une filiation avec certains historiens, enfin qu'elle serait dans la lignée de certains historiens ou de certains écrivains qui en particulier auraient favorisé l'histoire dans leurs romans ou leur poésie, enfin dans leurs œuvres. Dans certains entretiens, elle revendique l'affiliation avec le roman historique, justement, et avec le romantisme, mais pour tenir un discours qui tend davantage vers cette idée selon laquelle le discours historique, finalement, est une construction que l'on peut remettre en question, etc., pour ensuite passer souvent assez naturellement à d'autres moments du même entretien à revendiquer une vérité cachée, une vérité voilée propre soit à ce village d'Aguirre, soit plus généralement à l'histoire de Puerto Rico. Dans le texte même, elle ne revendique, que je m'en souvienne, aucun historien en particulier. Maintenant, il y a un quotidien dont elle dit qu'il a vraiment bien traité la question de la grève des esclaves, par exemple.
en général, elle s'en prend à l'historiographie traditionnelle, à toute l'écriture de l'histoire sur l'île, et souvent aussi à la presse, parce que elle est souvent contrôlée par les grands capitaux de l'île. Mais maintenant, je ne me souviens plus le nom du quotidien dont elle dit du bien, d'ailleurs, beaucoup de bien. Et là, comment dire, je pense que c'est un des moments de l'ouvrage où elle a un rapport assez honnête à ses sources, parce qu'elle explique pourquoi ça lui plaît, ce traitement en qui met à la une, si je me souviens bien, le fait que la police a tiré sur la foule des manifestants et qui n'a pas peur de faire cela. Merci Sylvie. Alors Oscar, vas-y. Oui, bonjour, Julia, merci pour cette communication. Ah, une question comme ça que j'avais eue plutôt peut-être pendant la première moitié de ton intervention, c'est quand ça m'a beaucoup intéressé quand tu as parlé de l'échelle et de l'usage des changements d'échelle, qui pour moi est une dimension assez importante en général de l'écriture littéraire. Mais là, j'ai bien compris, est-ce que tu avais dit que l'échelle, dans ce cas-ci, servait surtout à restituer des silences historiques et ne fonctionnait que en faveur de la continuité? Je me demande si j'ai compris, en tout cas, voilà, à quoi tu penses que répondent ces stratégies de changement et d'usage de différentes échelles. Je pense que le changement d'échelle, le fait de privilégier l'échelle du village de Aguirre et de l'île de Puerto Rico par moment, sert à créer un sens de communauté nationale, un intérêt pour le local, que ce soit encore une fois le village ou Puerto Rico en tant que tel, justement un peu déjà, j'ai envie de dire, à rebours de cette idée d'un espace fragmenté, de cette image de l'archipel comme cet ensemble d'îles dont on ne peut saisir la totalité, parce que l'échelle est justement ce qui va nous donner l'unité d'analyse, l'unité de base de l'écriture. Et en ce sens-là, je pense que c'est quelque chose, un procédé, une stratégie qui opère en vue d'une, si l'on veut, forme de continuité, ou peut-être plus exactement à l'encontre d'un discours de la discontinuité. D'accord, d'accord. Non, parce que c'est logique, évidemment, ta réponse. Et je me demandais aussi, voilà, s'il y avait peut-être d'autres buts que tu avais vus euh, liés à cet usage du changement d'échelle et même le possible rapport du changement du jeu avec les échelles, pardon, du rapport entre le jeu avec les échelles et l'écriture littéraire en soi. Mais tu as répondu en partie, oui, je sais pas. Peut-être on peut creuser dans cet aspect. Oui, je pense qu'il y a une. Je ne sais pas si tu penses à quelque chose en particulier et j'ai du mal peut-être à deviner ce à quoi tu fais référence, mais en tout cas, je pense que il y a une part de ce changement d'échelle qui est un exercice, dans la mesure où au même titre de l'exercice historique et géographique, oui, c'est un exercice littéraire parce que c'est narrer le local. Et elle-même le dit, c'est un défi de mettre en récit l'histoire de ce village qui est tout sauf littéraire.
et, euh, et la narration du local, si l'on veut creuser, bah, je sais pas, sur cet héritage du 19e siècle, bah oui, bien sûr, c'est aussi un gage de réalisme. Narrer l'entièreté de Puerto Rico à travers l'histoire très locale de Aguirre, c'est qui? C'est Tolstoï, Pinta tu aldea y pintarás el mundo. Oui, il y a probablement une part de ça aussi. D'accord, oui, non, justement, je me demande, pendant que tu parlais de ça, je commençais à me demander, en effet, comment on pourrait étudier cette similarité au niveau de la technique entre un discours littéraire qui prend en charge euh, l'histoire dans le lieu comment on utilise les échelles, un discours historiographique qui ne se revendique pas du tout comme littéraire, mais plutôt comme relevant du vrai, produisant un discours allant vers le vrai. Et justement, je pensais à cela, non? Cela, que c'est une chose en commun, mais justement qui marque aussi la différence dans l'usage marque la différence entre l'écriture littéraire et l'écriture non revendiquée comme littéraire, en tout cas. Merci. D'autres questions, d'autres commentaires? Non, c'est bon? Bon, moi, j'ai comme... Bon, ça me semble pas je couperai l'enregistrement. Ça me semble pas non plus un texte avec une matière richissime au point qu'on ait besoin de décortiquer à l'infini. Je crois que les questions qui t'ont été posées sont assez claires. Moi, c'est juste peut-être un conseil pour quand tu feras la version écrite, mais enfin, t'en feras ce que tu veux. C'est pas du tout une correction, hein. C'est que en t'écoutant, évidemment, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup fait réfléchir à cette question de l'écriture historique, de l'historique, de l'histoire dans la littérature ultra-contemporaine latino-américaine, parce que là, on voit bien... Enfin, j'avais l'impression d'être projetée au 19e siècle et au 21e siècle, quoi. Parce que là, tout ce que tu disais sur la dimension roman historique, j'entendais Michelet avec ses théories de combler les vides, ressusciter le passé. Bon, enfin, vraiment, c'était du très banal. Donc, il y aurait cette espèce d'écriture de l'histoire depuis ces théories du roman historique conventionnel, Walter Scott, Balzac, Zola, Victor Hugo, tout ça. Et après, on est avec la fameuse Nueva Novela Histórica, hein, on voit bien qu'on est, donc le roman historique, c'est combler les trous. Le nouveau roman historique latino-américain, c'est en quelque sorte la littérature compensatoire, le romancier justicier, le romancier redresseur de tort, etc., etc. Et là, je pense qu'on serait dans alors je dirais peut-être pas une dégradation, mais tu vois, une nouvelle phase de ce nouveau roman historique latino-américain qui serait le roman archivistique, où là, d'une certaine manière, le document vaut caution, c'est-à-dire qu'à partir de là, tout est permis. Tu vois, moi, en t'écoutant, je me suis fait un résumé de ta com. Tu vas me dire si je suis caricaturale, mais vous me connaissez, moi, je suis brutale et tout ça. Tu vois, c'était en gros, on va combler un vide et on va justifier la nature du comblement parce que de toute façon, le plein était déjà de la fiction et pas de l'histoire. Donc à partir de là, tout est permis, quoi. Tu vois, c'est la justification du comblement parce que de toute façon, le plein, c'était déjà un truc qu'on ne savait pas situer entre documents, récits, inventions, fantasmes et tout ça. Donc à partir de là, d'une certaine manière, le mimétisme, le petit par rapport au grand, peut prendre toutes les formes puisque il ne fait jamais qu'un travail de caméléon, en fait, de continuité entre un récit, Boston, et l'autre récit, les îles. Voilà, donc je pense que tu vois, il faudrait, pour arriver à comprendre, enfin, ce serait le texte moins intéressant en soi que comme phénomène du bout de la traînée, tu vois, de ce roman historique tel qu'il se pratique en Amérique latine. Donc, roman historique phase 1, nouveau roman historique phase 2, et phase 3, ce serait ce roman archivistique. Et dans ce roman archivistique, moi, c'est là que j'ai deux sous-interrogations. Donc, la première, c'est sur cette fameuse indétermination générique. Alors, parce que là, je pense qu'on n'est plus dans l'hybridité générique, on est dans l'indétermination. Et plus que l'indétermination, moi, je pense qu'on est dans l'intermittence générique.
C'est-à-dire qu'on est tantôt une chose, tantôt une autre chose. Et toute la question, c'est de savoir si finalement la construction du sens, donc l'interprétation, elle est guidée comment? Et surtout, hein, tu l'as dit à plusieurs reprises ce mot-là, l'évaluation du texte est guidée par quoi? C'est-à-dire l'indétermination, je ne suis rien, donc je n'ai aucun compte à rendre parce qu'il n'y a pas de pacte de lecture d'horizon d'attente, ou alors je suis dans l'intermittence, c'est-à-dire tantôt je suis une chose, tantôt je ne suis pas une autre, et d'une certaine manière, chaque tantôt annule le précédent. Ou alors, soit annule, ça c'est volet 1, ou alors ça se cumule. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, il y aura une espèce de grand brouillage parce que je serai tantôt une chose avec un horizon d'attente qui s'ouvre, un pacte de lecture qui s'ouvre, mais c'est interrompu tout de suite. Je pense que continuité, discontinuité, il faut aussi que tu le travailles dans ce sens-là. C'est-à-dire, on est quoi? Hybridité, indétermination, intermittence. Voilà, là, tu vois, je pense que, et ça, c'est lié, on l'a vu déjà avec la novella de Mi Vida. C'est pour ça que j'ai pensé à deuxième étape, la Nueva Novela Histórica. C'est que déjà, là, moi, je pense qu'on était dans l'intermittence. Mais le boulot du péritexte était justement d'inscrire la novella de Mi Vida dans quand même le roman historique. Bon. Et puis deuxième état d'âme que j'ai pour nourrir la partie sur la troisième étape du roman archivistique, c'est exactement, je crois, ce que j'avais dit à Sophie la dernière fois. C'est vraiment, moi, ces discontinuités artificielles et d'une certaine manière superficielle, je trouve qu'elles ont vocation à construire des continuités extrêmement grossières. Tu vois, c'est-à-dire, mais pas grossières dans le sens à dire des grossièretés, mais vraiment extrêmement visibles, quoi. Dire c'est patoso, c'est hyper didactisé. Voilà, donc si cette nouvelle façon de raconter l'histoire, c'est de déstructurer pour que je structure avec du Chatterton marron super visible, je ne sais pas ce que vaut cette nouvelle façon de raconter l'histoire. Parce qu'en plus, du coup, tu vois, c'est ce que tu disais, elle a toutes les cautions sous prétexte qu'elle est, elle est du bon côté de la barrière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle t'a balancé les documents historiques où tu ne peux que prendre fait et cause pour le pauvre ouvrier, le pauvre village, tout ça, c'est-à-dire, si tu veux, le texte ne construit pas son propre discours. Le texte force l'adhésion à travers ce que j'appelais tout à l'heure le chantage affectif. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette littérature ultra-contemporaine fainéante qui fait faire le travail hors l'œuvre, quoi. Tu vois? C'est-à-dire, les échafaudages, pour moi, ils sont à l'extérieur. Et puis là, en plus, ils sont extrêmement fragiles. C'est des petites allumettes, là, avec les articles de presse comme ça qui sont distillés, des petits trucs. Je veux dire, l'édifice s'écroule de lui-même. D'ailleurs, regarde, tu es incapable de dire, c'est quoi cet objet littéraire? C'est quoi ce machin? C'est quoi ce machin? Et du coup, il sert à quoi ce machin? Il construit quoi comme discours ce machin? Et il participe même de quelle manière à la préservation, la justice, bon, bref, c'est quoi ce truc? Voilà, c'est ma question. À toi de m'y répondre. Ah, c'est une vraie question. C'est une question rhétorique, mais tu vois, à quoi ça sert ce machin? T'as qu'à t'en tenir à celle-là et essayer de me trouver une réponse. Oui, enfin, ma première réponse serait que j'en sais rien. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de traiter cet ouvrage, de me forcer quelque peu à essayer d'en distiller quelques idées. Mais à propos de la... Enfin, j'avais tout un passage que j'ai sauté d'ailleurs, ou que j'ai éliminé quelque peu avant ma présentation, où justement je disais que je ne pense pas que ce soit un ouvrage hybride, que je pense que c'est une catégorie qui est assez peu satisfaisante pour parler d'un ouvrage où il y a un véritable brouillage. Et je pense que l'idée d'intermittence est assez intéressante, mais qui en tout cas opère un brouillage voulu et défendu presque politiquement entre les frontières et que la catégorie d'hybridité, Françoise Lavocat, par exemple, dit justement que les formes d'hybridité, en réalité, montrent bien la persistance d'une frontière entre fait et fiction, entre le factuel et le fictionnel, parce que c'est pour ça justement qu'on a de l'hybridité. Ici, c'est pas du tout ça.
que l'on a, à mon sens. Euh, et je pense par ailleurs que c'est un ouvrage dont l'inscription générique n'a jamais été finalement définie par l'autrice, que le projet n'est pas clair en ce sens et que c'est aussi pour ça qu'on a tant de mal à le juger. Alors, pour la réception, il y en a eu, j'imagine. Peu. Ah, En fait, la réception, encore une fois, elle passe, je pense, un peu par par le chantage affectif dont tu parlais. Comme il y a une réception très positive du discours de l'œuvre sur Puerto Rico, sur la mémoire de l'île, sur la mémoire du village, il y a, oui, une permissivité, si ce n'est pas une condescendance, à propos des conflits herméneutiques, si l'on veut, qui s'y jouent derrière. ouais, je comprends très bien. Ouais. Bon, je ne sais pas si on a très, très envie de lire ce bouquin après t'avoir entendu, mais au moins, je suis très contente de voir que tu prends cette voie où on ne choisit pas forcément des corpus pour faire de la géographie, mais aussi pour mettre la littérature au pied du mur et nous rendre des comptes, car la littérature n'a pas tous les droits. Voilà, je pense que ça mérite, même si c'est une évidence, ça mérite d'être rappelé de temps en temps, y compris quand tu as un bon sujet et que tu es du bon côté de la barrière morale et éthique. La littérature n'a pas tous les droits.